Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée L'amitié est-elle une forme privilégiée de la connaissance d'autrui? La question ici posée renvoie à cette autre question implicite dans l'énoncé qu'est-ce que connaître autrui? Il y aurait en effet plusieurs manières d'accéder à cette forme particulière de connaissance qui est la connaissance d'autrui. L'amitié serait la forme privilégiée de l'accès à cette connaissance. Cela sous-entend toutefois qu'il serait possible d'accéder à la connaissance d'autrui par d'autres biais que celui de l'amitié. On peut se demander en outre si le rapport avec autrui s'instaure sur le mode d'une connaissance à proprement parler, dans le cas de l'amitié, mais aussi dans celui de l'amour. Est-ce la connaissance d'autrui que nous visons obligatoirement dans la relation affective que nous avons avec l'autre? Premièrement, le privilège de l'amitié. Ces privilèges ont été mis en évidence par les philosophes de l'Antiquité grecque et romaine. Pour eux, l'amitié est la forme privilégiée de rapport entre les individus. Nul ne connaît personne sinon l'ami, écrit Saint Augustin 354 et 430 après Jésus. Seule l'amitié fondée sur la vertu est authentique. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, livre 3, paragraphe 1, définit l'amitié filia en grec comme une vertu, en même temps qu'il estime qu'elle est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Il en distingue cependant trois espèces, selon que cette amitié se fonde sur l'utilité, sur le plaisir et sur la vertu. Ceux dont l'amitié réciproque a pour source l'utilité ne s'aimaient pas l'un pour l'autre pour eux-mêmes, mais en tant qu'il y a quelque bien qu'il retient l'un de l'autre. Aristote explique que le vieillard, les jeunes hommes et les hommes mûrs sont enclins à ce type d'amitié, sont donnés vraiment davantage de pression. Les vieillards sont cependant particulièrement concernés, car les personnes de cet âge ne poursuivaient pas l'argument, mais le profit. Bien qu'également concernés par cette amitié basée sur l'utilité, les jeunes gens sont néanmoins plus enclins à rechercher l'amitié pour le plaisir que celle-ci peut leur procurer, car les jeunes gens vivaient sous l'empire de la passion et ils poursuivaient surtout ce que leur plaît personnellement et le plaisir du moment. Les jeunes sont versatiles aussi bien, précise Aristote, en amitié qu'en amour. Les sentiments à cet âge sont donc passagers et fragiles. L'amitié fondée sur la vertu représente seule l'amitié authentique. Elle concerne peu de monde, peu de gens souhaitant en effet du bien à leurs amis. Pour l'amour de ces derniers, autrement dit, l'amitié pure, désintéressée est rare. B. L'amitié parfaite est un idéal de référence. Kant, de son côté, donne de l'amitié parfaite que l'on pourrait comparer à l'amitié fondée sur la vertu, telle qu'elle définit Aristote, la définition suivante. L'amitié considérée dans sa perfection est l'union de deux personnes par un amour et un respect égaux et réciproques. Dans son livre Doctrine de la vertu, paragraphe 46. Mais Kant précise aussitôt qu'il s'agit là d'une simple idée, c'est-à-dire d'un idéal. S'il est moralement nécessaire de concevoir cet idéal, il reste néanmoins réalisable dans quelque pratique que ce soit. Kant suppose en effet que l'amitié est rarement répartie entre deux individus de manière égale. L'amitié requiert un harmonieux équilibre entre l'amour et le respect d'une part, mais d'autre part, l'amitié idéale vaudrait que chacun des deux amis ait à l'égard l'un de l'autre la même quantité harmonieuse d'amour et de respect, c'est-à-dire la même quantité d'attraction et de répulsion. Kant nomme répulsion en effet ce qui fait de deux amis ne respectés, car même les meilleurs amis ne doivent pas se traiter familialement.
S'il doit y avoir de l'amour dans l'amitié, celle-ci ne peut être une affection. Nous comprenons une passion, car l'affection est aveugle en son choix et se dissipe par la suite. L'amour, comme affection, comme passion, est inconstant. L'amitié en son essence ne serait l'être. Chez Aristote, à travers l'amitié conçue comme une vertu, et chez Kant, à travers l'amitié parfaite, laquelle d'ailleurs ne peut exister. L'amitié repose sur certaines exigences. Il ne serait donc pas si facile d'être ami. Cela ne permet pas de répondre directement à la question posée comment l'amitié ainsi définie nous permettrait-elle d'accéder de manière privilégiée à la connaissance d'autrui. Des éléments de réponse précis nous ont été donnés par le désintéressement. Nous n'aimons pas nos amis par intérêt ou parce que cela nous procure une certaine satisfaction. Avec Aristote, par l'intermédiaire d'Erasme, avec Kant, nous accédons non pas à proprement parler à la connaissance d'autrui, mais à la connaissance que nous avons d'une relation privilégiée entre autrui et moi-même. Par conséquent, connaître la nature de cette relation, c'est à la fois se connaître soi-même et connaître l'autre. Deuxièmement, faut-il vouloir connaître autrui? Connaître l'autre, ce serait savoir qu'il est. Nous ne pouvons connaître un être humain comme nous pouvons connaître le phénomène naturel. Par exemple, cela ne nous empêche pas chercher à savoir qui est l'autre, en quoi consiste sa véritable personnalité. L'amitié véritable détachée de toute logique d'intérêt et d'aliénation. Mais ne peut-on pas dire que l'amitié ne noue entre deux personnes en raison des processus inverses? Nous choisissons comme ami celui que l'on connaît ou que l'on croit connaître. C'est parce que nous connaissons quelqu'un que nous le choisissons comme ami. Nous ne faisons pas de lui notre ami parce que nous désirons mieux le connaître. De plus, vouloir connaître quelqu'un, ce serait l'enfermer dans cette connaissance et la gesture à cette connaissance que nous avons de lui. L'autre devient prisonnier de la vision que nous avons de lui. Que signifie en effet, par exemple, connaître quelqu'un par cœur? Pourquoi nous prévalons-nous d'une telle connaissance? Nous supposons en décrétant connaître quelqu'un par cœur que nous avons suffisamment d'intimité avec la personne en question et suffisamment d'expérience liée à la fréquentation habituelle de cette personne pour savoir à l'avance quels seront ses sentiments, de quelle manière il est susceptible de réagir. L'autre serait grâce à la connaissance que nous en avons prévisible, mais quelle liberté alors lui reste-t-il? On peut admettre que certaines amitiés prennent fin spontanément parce que l'amitié devient un esclave alors qu'elle est plutôt censée correspondre à une libération. Mais ceci ne serait pas caractéristique de l'amitié, qu'il s'agisse de l'amour ou de sentiments que nous unissent à la famille, sentiments que ne relèvent ni de l'amitié ni de l'amour. Nous recherchons dans nos relations avec les autres, de préférence, tout ce qui contribue à notre épanouissement et non ce que l'entrave. L'amitié, tout comme l'amour, est un sentiment qui doit nous rendre heureux. Il implique, certes, le sacrifice de soi, en ce sens, dans l'amitié. L'autre est supposé être plus important, voire plus précieux que moi. C'est pour cette raison même, peut-être, que nous aimons l'amitié. Le souci de l'autre nous détourne du souci de nous-mêmes en même temps. En raisonnant ainsi, nous nous retrouvons dans une logique de l'intérêt, s'inquiéter des autres, nous détourne de l'inquiétude de nous-mêmes. Nous croyons être altruistes, mais sous cet altruisme se cache une inquiétude de nous-mêmes que l'intérêt pour autrui nous permet de dissimuler. À ce titre, l'amitié continue de relever d'une élection
nous ne pourrions avoir un trop grand nombre d'amis. L'amour de l'autre qui s'exprime par la générosité n'a en fait rien à voir avec l'amitié. En étant généreux avec tout le monde, nous ne sommes en fait généreux avec personne. L'autre, parce qu'il est autre, cite la compassion et l'empathie. Mais l'autre est à ce titre n'importe quel autre, il est cet autre générique que l'on débrasse de sa personnalité. Il ne s'agit plus alors d'amitié. L'amitié véritable relève donc d'une alchimie unique entre deux individus. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, dit Montaigne dans ses essais, livre 1, chapitre 28 de l'amitié, évoque l'amitié qu'elle les lie à Étienne de la Boétie et le chagrin immense que sa mort lui procure. Nous nous attachons à l'autre parce que nous lui reconnaissons des qualités particulières, mais ces qualités, nous les apprécions à notre manière parce que nous sommes, nous, à cet égard, l'amitié relève d'une correspondance entre deux personnes qui demeurent uniques. Montaigne estime, en outre, qu'il ne faut pas confondre les amitiés vulgaires qui ne sont que acquaintance et familiarité nouée par quelques occasions ou commodités avec l'amitié véritable, comme celle qu'il éprouvait pour la Boétie. Au sein d'une amitié forte et vraie, les âmes se mêlaient et se confondaient l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effaçaient et ne retrouvaient plus la couture qui les a jointes. L'amitié dont parle Montaigne est fusionnelle et s'apparente plutôt à un sentiment amoureux, puisque l'on a coutume de penser que ce dernier est généralement vécu avec plus d'intensité que le sentiment amical. À travers l'amitié se trouve ainsi définie une relation avec l'autre qu'il est impossible de lier à quelconque d'un intérêt ou une quelconque connaissance. Troisièmement, aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. L'amitié idéale n'existe pas. Si l'amitié idéale n'existe pas ou existe rarement, que recherchons-nous exactement dans l'autre? Pour Pascal, si le moi est haïssable, c'est parce qu'il se révèle incapable d'aimer un autre que lui-même, puisqu'il s'est fait centre de tout. Dans son pensée, paragraphe 494. Si nous désirons connaître l'autre, désirons-nous vraiment qu'il nous connaisse? N'est-il pas vrai, se demande Pascal, que nous haïssions la vérité de ceux et ceux que nous le disaient et que nous aimons qu'il s'est trompé à notre avantage et que nous voulions être estimés d'eux autres que nous sommes en effet? Dans le pensée, paragraphe 743. L'homme n'est finalement, selon Pascal, que déguisement, que mensonge, hypocrisie. B. Connaître autrui pour se connaître soi-même. Nietzsche, d'une manière, estime que la connaissance de l'ami nous renvoie à nous-mêmes. Je cite Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, première partie de l'amitié. As-tu déjà vu dormir ton ami pour que tu apprenais à connaître son aspect? Quel est donc le visage de ton ami? C'est ton propre visage dans un miroir grossier et imparfait. Dans l'ami, nous cherchons nous-mêmes. L'amitié n'est pas l'amour. Il ne peut être question d'asservissement ou de domination. Mais égogne, comme on sait qu'il peut être l'être, Nietzsche explique que les femmes ne sont pas faites pour l'amitié, précisément parce qu'elles ont toujours un temporairement soit de maître, soit d'esclave. C'est pour cela qu'elles ne connaissaient que l'amour. L'amitié suppose l'égalité des amis. Maintenant, conclusion.
Il existe apparemment un paradoxe à vouloir faire de l'amitié un mode privilégié de la connaissance d'autrui, simplement parce que l'amitié appartient au registre de cœur, tandis que la connaissance d'autrui appartient à celui de la raison. De plus, lorsque nous aimons, nous sommes sans doute moins objectifs et avons tendance à exagérer les qualités de la personne tout en minimisant ses défauts. Nous reconnaissons bien volontiers, en effet, que nous sommes plus complaisants à l'égard de ce que nous aimons. Nous bénéficions au retour de la même complaisance et c'est peut-être pour cela que nous avons besoin d'amis. Quels que soient nos défauts, quoi que nous fassions, ils continueront de nous aimer. Toutefois, alors que nous attendons de l'ami une certaine sincérité, que nous aspirons dans nos rapports avec lui une certaine transparence, nous sommes parfois vexés de l'entendre dire ce qu'il pense. Nous nous sentons finalement incompris. Nous attendons de l'ami que nous dise la vérité, mais très souvent lui en voulant qu'il nous l'ait dite. Mais plus simplement, nous pouvons dire qu'en effet, l'amitié est un moyen privilégié pour connaître l'autre, parce que l'ami se sent en sécurité auprès de nous. Il se dévoile et se livre parce qu'il se confie. Nous connaissons tout de lui, mais cette connaissance lui convient-elle? Peut-être l'ami reste un ami parce que nous le voyons comme il a envie d'être vu. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention.